le sommaire, pourquoi un nouveau carnet de suivi. Donc ça, vous allez avoir 3 intervenants. Stéphanie Regenbach de la filière MEMO, qui vous expliquera du pourquoi, déjà vous présentera la filière, et puis vous expliquera aussi pourquoi il y a eu ce travail sur ce carnet de suivi, voilà, qui est un nouveau, mais qui était existant depuis de nombreuses années, qui a été remanié, repensé. Il y aura aussi l'intervention de Géraldine Fayet, qui a été la chargée de mission sur ce projet, qui a accompagné la filière MEMO et l'AFH sur ce projet pour aboutir à ce projet et qui continue à travailler sur une partie de l'évaluation. Et puis, il y aura aussi, bien sûr, Nadine Mouvet, donc du CHU de Rennes, la présidente de l'association FIDELEM, qui regroupe l'ensemble des infirmiers et infirmières travaillant dans les centres de ressources et de compétences en maladies hémorragiques constitutionnelles. Ensuite, on aura des sessions de cas pratiques. On va vraiment aller découvrir ce carnet de façon interactive. On va être dispatché en petits groupes. Voilà, nous sommes un certain nombre déjà, à peu près presque 60 participants. Donc, on va être dispatché dans plusieurs groupes pour vraiment découvrir ce carnet. Et puis, à la fin, on aura une discussion et réponse aux questions que vous aurez posées lors des petits groupes ou dans le chat que vous utilisez. Voilà, je crois qu'on peut lancer. Je vais arrêter de partager mon écran et on va commencer la session. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens tout d'abord à remercier l'AFH et plus particulièrement messieurs Nicolas Géraud et Fabrice Pilorget à m'avoir invité pour partager ce Zoom sur le carnet de suivi et vous présenter la filière de santé des maladies hémorragiques constitutionnelles, c'est-à-dire la filière MEMO. Dans un premier temps, je vais vous faire part des éléments de contexte qui ont permis la création de la filière MEMO. Je ne reviendrai pas sur les propos présentés le 30 octobre dernier par Anne-Sophie Lapointe du ministère de la Santé, mais je les compléterai en expliquant les spécificités de notre filière des maladies hémorragiques constitutionnelles. La structuration de la filière telle qu'elle vous est présentée aujourd'hui est issue de la succession de plans nationaux maladies rares. Le premier plan a permis la création des centres de référence, dont 3 pour les maladies hémorragiques. Le centre de référence hémophilie et autres déficits constitutionnels en protéines de la coagulation, le centre de référence de la maladie de Willebrand, le centre de référence des pathologies plaquettaires constitutionnelles. Le deuxième plan a vu la création des 23 filières de santé maladies rares, dont la filière MEMO, supervisée alors par les coordonnateurs des 3 centres de référence, le président de l'AFH et la chef de projet moi-même. Le troisième plan, porté par 2 ministères, le ministère de la Santé et des Solidarités et le ministère de la Recherche, l'Innovation et l'Enseignement supérieur, a consolidé la place des filières de santé dans le paysage des maladies rares en leur conférant des missions supplémentaires. La constitution de la filière MEMO autour des 3 centres de référence et des centres de ressources et de compétences est justifiée par la communauté des pathologies du parcours de soins des patients, la proximité des équipes médicales et paramédicales, l'existence des plateformes génétiques communes, la communauté des projets de recherche et des études épidémiologiques basées sur un registre national commun, le registre France-Covax, l'existence d'une association de patients unique pour toutes les maladies hémorragiques rares, l'Association française des hémophiles, ainsi que d'autres acteurs et partenaires communs tels que les unités de recherche, les sociétés savantes, dont la WFH et l'EHC, les pharmacies hospitalières, les associations représentant des professionnels de santé. Parmi les grands objectifs que la filière s'est fixés, on peut citer par exemple le regroupement au sein d'une même entité de toutes les prises en charge diagnostiques et thérapeutiques, la coordination des actions entre les centres, les acteurs et les partenaires, l'information et la formation des patients, leurs proches, les professionnels de santé et le grand public, l'animation du réseau par la mise en place de rencontres et d'échanges, la valorisation du réseau de soins existant, médecins, infirmières, kinésithérapeutes, psychologues, pharmaciens, biologistes, assistantes sociales et l'AFH. Il s'agit ici d'un réseau clairement structuré dont la répartition sur le territoire national
est visible ici. La légende permet d'identifier les centres de référence, les centres de ressources et de compétences, les centres de traitement, ainsi que les consultations d'hémostase. Cette cartographie est également disponible sur la page d'accueil du site internet de la filière. Pour mener à bien l'ensemble des missions qui ont été confiées à la filière par les 2 ministères via le plan national maladies rares 3, la filière a mis en place une organisation avec un système de gouvernance qui lui est propre. 3 comités composent cette gouvernance. Le bureau, qui veille au respect des engagements et au fonctionnement de la filière, qui est garant des échanges entre la filière et la Direction générale de l'offre de soins, c'est-à-dire le ministère de la Santé. Et enfin, il assure la gestion des finances et des activités de la filière. Ce bureau est composé des coordonnateurs des 3 centres de référence, les professeurs Claude Négrier, Sophie Suzanne et Marie-Christine Alessi, la présidente de France Coag, Dr Rosine Doron, et du président de l'AFH, Nicolas Giraud, ainsi que de moi-même, chef de projet. Le conseil scientifique MEMO France Coag est un comité commun aux 2 systèmes de gouvernance de MEMO et de France Coag. Ses missions sont d'assurer le suivi épidémiologique et la veille sanitaire en proposant des orientations scientifiques au comité de pilotage de MEMO et de France Coag, de favoriser et dynamiser la recherche fondamentale, translationnelle, clinique, épidémiologique et en sciences humaines et sociales sur les maladies hémorragiques rares, et enfin de mener une stratégie de collaboration entre MEMO, France Coag et les autres dispositifs de suivi de cohortes nationaux et internationaux. Enfin, le comité de pilotage qui est en charge de la promotion des programmes d'éducation thérapeutique, de la transition enfant-adulte, du lien ville-hôpital, de la communication sur la recherche clinique, de la valorisation éthique et de la réflexion éthique et de la valorisation de la filière lors de congrès. Ces 2 derniers comités sont composés de manière à avoir une représentation équitable des 3 centres de référence et des différentes entités que compose la filière. Ces entités vous ont été présentées sur la figure, les acteurs et les partenaires. La gouvernance a mis en place en 2019 un projet à 5 ans composé de 21 actions correspondant aux missions et thématiques développées dans le PNMR 3 et articulées en 4 axes. Une équipe projet composée du coordonnateur de la filière, professeur Claude Négrier, de 4 chargés de mission, Juliette Assenboller, Bénédicte Pradig, Natalia Sepina et Sandrine Van der Zip, de la chef de projet et moi-même, assure la coordination et le suivi de ces actions, ainsi que, au quotidien, l'organisation générale de la filière. Les actions mises en œuvre ou poursuivies par la filière dans son projet à 5 ans correspondent aux grandes missions dictées par le PNMR 3 et sont organisées en 4 axes. Le premier axe, améliorer le diagnostic et la prise en charge des patients concernés par une maladie hémorragique rare par des actions telles que, par exemple, la production de protocoles nationaux de diagnostic et de soins, l'interopérabilité des bases de données et l'incrémentation de la Banque nationale de données de maladies rares, BNDMR, l'accompagnement des adolescents lors de la période de transition enfant-adulte, la promotion de l'éducation thérapeutique du patient, le projet de carnet de suivi, la gestion d'urgence et l'amélioration de la prise en charge des patients en Outre-mer. Le deuxième axe concerne la promotion et le développement et le soutien à la recherche, en veillant, par exemple, au continuum entre la recherche clinique et la recherche fondamentale, en assurant la promotion des études épidémiologiques basées sur France Coag, en coordonnant la recherche en sciences humaines et sociales, et enfin en assurant un soutien aux acteurs de la recherche. Le troisième axe consiste en un soutien et une participation aux actions européennes et internationales, en participant notamment au réseau européen de référence EuroBlendNet, qui est dédié aux maladies hématologiques rares. 4 centres français prenant en charge les maladies hémorragiques rares participent à ce réseau. Et enfin, le quatrième axe, qui est développer et renforcer l'enseignement, la formation, l'information et la communication
pour les patients, le personnel médical et paramédical. Le carnet, l'action, carnet de suivi dans l'axe 1, améliorer le diagnostic et la prise en charge des patients concernés par une maladie hémorragique rare, est composé de 2 sous-actions visant à mettre à disposition un outil, mais sous 2 formats différents. Le format numérique, c'est-à-dire le carnet de suivi digital qui a été présenté par le professeur Claude Négrier lors de l'atelier Maladie hémorragique rare et environnement numérique passant les patients du 4 novembre dernier, et le format papier du carnet de suivi qui constitue l'objet de ce Zoom sur. Il a en effet été décidé de faire évoluer le format papier du carnet de santé des hémophiles centré sur la traçabilité en un carnet de suivi pour les personnes concernées par une maladie hémorragique rare afin de permettre aux patients qui le souhaiteraient de conserver l'utilisation du format papier du carnet de suivi. Ce nouveau carnet de suivi est maintenant disponible. L'objectif de ce travail était de passer d'un carnet centré sur l'hémophilie et la maladie de Willebrand à un outil plus universel, utilisable par l'ensemble des patients dont les pathologies sont prises en charge dans les centres de la filière MEMO. Le travail de refonte du carnet, qui a duré plus d'1 an, a été réalisé de façon collaborative et itérative par un groupe de travail et des focus groups composés de professionnels de santé et de patients. Ce travail a été coordonné par Géraldine Fayet, pharmacienne, consultante chargée de mission pour ce projet par la FH et la filière MEMO. L'objectif de ce nouveau carnet est double: permettre aux soignants d'accéder à l'information nécessaire pour le suivi et la prise en charge de leurs patients et assurer un lien entre les patients et les professionnels de santé dans la communication des informations nécessaires au suivi, tout en permettant aux patients de gagner en autonomie dans la gestion de leur maladie. Je vous laisse maintenant regarder une vidéo courte faite par Géraldine Fayet. Elle présente la méthode utilisée pour ce travail de refonte du carnet de suivi. Je vous remercie pour votre attention. Bonjour, je m'appelle Géraldine Fayet et nous allons découvrir ensemble quelles sont les principales nouveautés de ce carnet. En feuilletant le sommaire du carnet, vous remarquerez qu'il y a désormais 3 rubriques bien différenciées, qui sont le chapitre saignement, le chapitre historique des injections préventives ou prophylaxie, et celui pour les interventions et gestes à risque de saignement. Les informations qui sont disponibles dans ces chapitres ont ainsi gagné en précision. D'autres parties ont été également créées, comme celle consacrée aux femmes, qui peuvent désormais reporter leurs règles et la prise en charge, ainsi que leur grossesse et accouchement. De nouveaux chapitres font aussi leur apparition pour pouvoir renseigner les effets indésirables, les douleurs chroniques ainsi que les autres traitements pris et les séances d'éducation thérapeutique. Au début du carnet, toutes les informations telles qu'elles apparaissent sur la nouvelle carte d'urgence sont présentes. Elles sont également traduites en anglais. Le patient peut ainsi les remplir ou coller une photocopie de sa carte d'urgence. Il va retrouver aussi les informations essentielles à communiquer au service d'urgence. Regardons ensemble quelques chapitres principaux afin que vous puissiez visualiser leur organisation et les informations que vous, ainsi que vos patients, allez y retrouver. Démarrons par le chapitre saignement et prenons le cas d'un patient qui a par exemple un hématome. Vous voyez que le patient peut reporter des informations très détaillées de ce qui lui est arrivé. Tout d'abord, en renseignant la date et l'heure, et le nombre éventuel de jours d'absence qu'aura pu entraîner ce saignement, puis en le qualifiant. Sa nature, traumatique, sa localisation, en entourant la partie qui saigne sur une silhouette, et son type, musculaire puisqu'il s'agit ici d'un hématome. Il peut ensuite préciser son niveau de douleur
grâce à un système de smiley. Et il peut également renseigner s'il a pris des traitements antidouleurs et à quelle posologie. Enfin, il peut marquer s'il s'est injecté ou pas et reporter, si c'est le cas, ensuite son injection sur la page située en face en collant son étiquette. Il peut écrire s'il a pris d'autres traitements anti-saignement. Dans cet exemple, le patient a mis de la glace, puis de l'argile en cataplasme. Le patient peut aussi déclarer, dans un chapitre dédié, s'il a ressenti un effet indésirable. En bas de chaque page, vous retrouverez un encadré rouge qui vous permettra de totaliser le nombre de jours de traitement et la quantité injectée sur une période entre 2 consultations par exemple. Abordons maintenant le chapitre Intervention, gestes à risque de saignement. Et prenons l'exemple d'un patient qui va avoir un soin dentaire. Ce chapitre pourra être rempli par le patient ou le professionnel de santé de l'équipe de soins. Les informations générales telles que la date, le lieu, le nombre de jours d'absence liés à l'intervention pourront être rapportés en haut. Puis, des détails sur le type d'intervention seront précisés. Dans ce cas, il s'agit d'une extraction dentaire. Enfin, les traitements seront notés, que ce soit des traitements substitutifs, comme dans cet exemple, le facteur 8, avec un récapitulatif synthétique de ces traitements, ou que ce soit d'autres types de traitements, comme dans ce cas, l'acide tranexamique avec sa posologie et le bain de bouche. Comme dans le chapitre saignement, il y a des cases dédiées avec la possibilité de coller les étiquettes et de noter ces injections. Enfin, d'éventuels effets indésirables peuvent être rapportés dans le chapitre prévu à cet effet, ainsi que le nombre de jours de traitement total et les quantités injectées cumulées dans le temps. Concernant les patients qui sont en prophylaxie, ils pourront désormais reporter leurs injections dans le chapitre dédié « Historique des injections préventives ou prophylaxie ». Comme le montre cet exemple, en plus de la date et l'heure, il pourra être précisé qui a injecté. De même, il sera indiqué s'il s'agit d'une injection en intraveineux ou sous-cutanée et où l'injection a été réalisée. Pour compléter, l'étiquette du médicament pourra être collée. Enfin, il sera possible de mettre un commentaire, comme dans cet exemple, première injection à domicile réussie par moi-même. Les patients qui le souhaiteront ont la possibilité, pour ne pas avoir à le répéter à différents soignants, de partager leurs habitudes d'injection. Autre nouveauté, un chapitre dédié pour les femmes. Ce chapitre va leur permettre de faire une évaluation de leurs règles avec des indications sur différentes possibilités pour les évaluer à l'aide du score de IGAM ou de la coupe menstruelle. Elles pourront également noter leur traitement. De même, chaque femme pourra rapporter les événements et les traitements durant leur grossesse et accouchement. Pour faciliter la prise en main de ce carnet par vos patients, un guide d'utilisation a été créé qui est joint au carnet. Il permet, au travers de cas situations tels que « je dois me faire arracher une dent » ou bien « me faire des injections préventives 2 fois par semaine » ou encore « j'ai un saignement », de voir des exemples concrets de comment remplir le carnet. Alors, quelles sont les prochaines étapes? Afin de pouvoir améliorer ce carnet en fonction des expériences utilisateurs, une étude de satisfaction sur l'usage du carnet en vie réelle va démarrer. Son objectif est d'évaluer la pertinence du nouveau carnet, notamment en matière de lisibilité ergonomie et également de fidélité des informations par rapport à l'usage.
Cette évaluation se fera en plusieurs étapes à l'aide de questionnaires à destination des professionnels de santé et des patients. Dans un premier temps, cette étude sera réalisée au niveau de centres spécialisés pilotes. Puis, elle sera étendue à l'ensemble des centres spécialisés nationaux. Nous ne manquerons pas de vous solliciter pour que vous puissiez partager vos retours. En fonction des résultats de l'étude, cela permettra de faire évoluer ce carnet dans le temps pour un usage optimal. Pour connaître pourquoi et comment ce nouveau carnet a vu le jour, n'hésitez pas à regarder la vidéo intitulée « Méthodologie, mise en œuvre et raison de la refonte du carnet ». Et maintenant, bonne utilisation des carnets. Merci pour cette présentation. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Géraldine Fayet et je crois que vous avez quelques questionnaires pour nous, c'est ça? Alors, je vous propose de tous participer à un sondage qui va s'afficher. Donc, Émilie va lancer pour que vous puissiez nous répondre. Donc, première question, à quelle fréquence utilisez-vous actuellement un carnet de suivi? Donc, vous êtes nombreux, hein, puisque 7 sur 10 qui utilisent systématiquement un carnet, 5% souvent, 10% rarement et 15% de ceux qui participent aujourd'hui, jamais. Donc, deuxième question de ce sondage. Par rapport là au nouveau carnet, votre professionnel de santé, ça va s'afficher, vous a-t-il déjà proposé d'utiliser ce nouveau carnet? Allons-y, affichons les réponses. Donc 80%, donc 8 sur 10 d'entre vous ne l'ont pas encore eu en main. Et déjà 2 sur 10 qui ont eu ce carnet en main, bon, ce qui est normal puisqu'il est distribué depuis peu de temps, hein, depuis cet été, et puis tout le monde n'a pas eu encore des visites de suivi. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à de la mise en pratique. Donc, on va à distance avoir l'occasion d'utiliser quelques chapitres de ce nouveau carnet. Alors, comment ça va se passer? Il va y avoir 4 sous-groupes qui vont être créés. Et donc, en fait, on va travailler, chaque sous-groupe va travailler avec un des animateurs, que ce soit Stéphanie, Nadine, Nicolas ou moi-même. Et on va vous proposer d'imaginer comment remplir ce carnet en vous mettant à la place de quelqu'un. Alors, on va commencer par une personne qui pourrait s'appeler Julien ou Maryse et qui serait face à une situation de saignement. Donc, en fait, vous allez voir s'afficher dans chacun des sous-groupes la page du carnet saignement et on va imaginer qu'est-ce qui est arrivé à Julien ou Maryse et comment ils pourraient remplir ce carnet. Donc, on va le faire en sous-groupe. Ça va être très simple, on va être dirigé automatiquement, vous n'avez rien à faire, vous allez être mis en sous-groupe comme par magie et vous aurez 20 minutes pour découvrir à la fois la page de ce carnet et composer ce cas situation et le remplir. On reviendra ensuite en plénière et puis une des personnes du sous-groupe qui se sera désignée comme volontaire pourra présenter le cas qu'aura élaboré le sous-groupe ensemble. Donc, je vous propose de partir pour 20 minutes, chacun d'entre nous, dans 4 sous-groupes. Donc, Émilie, je te laisse nous transporter comme par magie. C'est parti. Si c'est la nature, en fait, où est-ce que vous avez eu ce traumatisme? Est-ce que c'est au bras ou à la jambe, au ventre, à la tête? Arcade. D'accord. Voilà, il y a la tête qui a tapé quand même un petit peu. Et ça saigne et on va recoudre. Pas de traitement antidouleur, pas sur l'instant. Pas de traitement antidouleur, d'accord. Voilà.
Donc, le type de saignement, donc on va pouvoir mettre... Ça peut être Voilà. autre. Voilà, d'accord, Donc, pour indiquer, bon, à l'arcade. très bien. Arcade droite, par exemple. Arcade droite. On va dire où? Enfin, quel côté? Donc, Alors, ensuite... injection, oui. Alors, Oui. ça peut être... donc, sur la page de droite, il faut reporter les... Alors, ça veut dire que ça peut être fait au... Est-ce que ça peut être fait aux urgences? Oui. Ça veut dire qu'il faut emmener le carnet avec soi. Voilà, le carnet est indispensable à amener aux urgences. J'ai une question. Oui, Est-ce que quand on porte, donc si on considère le cas, la pratique, c'est que aujourd'hui à 16 heures, il y a eu cet accident, ce choc, et les injections, elles sont faites tout de suite par le patient ou à l'hôpital ou est-ce que c'est quelque chose qu'on relate après coup? alors il y a deux cas de figure. Il y a le patient qui est autotraitant et qui peut éventuellement faire son injection à domicile avant de partir. Mais c'est vrai que bon, avec une arcade qui saigne beaucoup, c'est pas forcément évident. Mais bon, Alors, voilà. ça peut encore être. Mais vous, si vous avez eu l'expérience, vous pouvez peut-être. Alors justement, ça ne se passe pas chez moi. Enfin, je ne suis pas chez moi. Et donc, l'injection se fait aux urgences. D'accord. Et je n'ai pas emmené mon carnet parce que je ne prends pas mon carnet forcément pour aller faire mes courses ou aller sur mon lieu de travail. D'accord. Donc la question que je poserais, moi, c'est comment faire pour récupérer les... Enfin, comment faire? J'imagine demander les étiquettes pour pouvoir les mettre sur le carnet une fois qu'on rentre chez soi. Sur, est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question? Quelqu'un du groupe veut répondre à cette question? Je veux bien, Nadine, si c'est possible. Oui. Donc, c'est Marc Jourdain. Donc, moi, Oui. j'utilise, juste avant de prendre la parole, j'utilise le carnet depuis le début juin pour ma part. Donc, j'ai eu l'occasion d'être présenté aux urgences. Et dans le cas pratique qu'évoque Jean-Marc, j'ai dû réclamer les étiquettes à l'infirmière aux urgences qui m'a fait l'injection. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Il y a plusieurs étiquettes. Il y en a qui sont gardées au niveau des urgences. Et il y en a qui peuvent être récupérées pour nous pour posteriori les remettre sur nos carnets. Généralement, ça se passe comme ça. Quand quelqu'un oublie un carnet, je pense que les infirmières, elles vont pas. C'est important qu'elles récupèrent elles-mêmes les étiquettes dans les services de soins. Donc, généralement, elles gardent une étiquette pour le patient. Est-ce que je peux dire une chose pour moi? Enfin, le terme oublier le carnet n'est pas très juste. Oui, je vous en prie. Non, mais c'est-à-dire que oublier le carnet, ça veut dire qu'on a la possibilité de le prendre et on l'oublie. D'accord. Moi, je ne pense pas que le carnet soit quelque chose que l'on doit avoir sur soi continuellement. Voilà. C'est un document qui est relativement épais. Moi, je l'ai depuis très peu de temps. Là, j'ai dû 15 jours que je l'ai. Et de même que le carnet précédent, que je remplissais tout le temps d'ailleurs, mais je ne le baladais pas, sauf si En permanence. sauf si je partais pendant une semaine, voilà, ou 3-4 jours si j'avais une injection à faire dans l'intervalle, dans la prophylaxie. Mais sinon, je ne j'ai pas. C'est du matériel médical pour moi. Il fait partie de l'attirail avec le sparadrap, le garrot, etc. C'est pas un élément
c'est pas comme ma carte Voilà, la carte, d'urgence. c'est important de l'avoir toujours sur soi. C'est évident que vous n'allez pas, vous partez, vous n'avez pas forcément le carnet. L'essentiel, c'est d'avoir les informations nécessaires dans ce carnet pour que lors de consultation, on puisse comptabiliser les injections que vous avez eues. C'est vrai que des fois, bah, si l'étiquette est perdue, au moins que ce soit noté et comme voilà, vous connaissez, vous savez combien on vous injecte, même si vous êtes aux urgences, vous avez la possibilité de le dire, même si vous avez quelques unités de plus, des unités de plus, vous avez la possibilité toujours de donner, de demander aux soignants de savoir combien vous avez eu d'injections. Moi, j'ai une question. Oui. On est dans le cas d'un carnet papier, mais demain avec un format numérique. Vous m'entendez? Oui, ça coupe un petit peu. Ah. Alors, je disais que nous sommes dans le cas d'un format, un carnet de type papier. Oui. Et donc, c'est encore possible de coller une étiquette concrètement. Hein. Physiquement, on peut coller une étiquette, mais lorsqu'on passera au carnet numérique, comment ça va se passer? Alors, pour l'instant, moi, je ne peux pas répondre à cette question-là. Parce que voilà, on n'a pas, enfin, moi, j'y ai pas encore travaillé, mais je pense qu'il y aura des possibilités avec le téléphone de pouvoir scanner ou pas. Je sais pas, je peux pas répondre réellement à cette question, à votre question. Là, on est sur le carnet papier. Bon, voilà. Là, on est encore dans le collage des étiquettes, ce qui est important pour le suivi. Nadine, il reste 2 minutes. Oula. Avez-vous, est-ce que vous avez, vous, l'impression que c'est important pour vous de répondre, enfin de remplir ce carnet? Est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous? Est-ce que ça vous semble important? Alors, pour moi, pour moi, je trouve que c'est important, je ne sais pas, c'est nécessaire. D'accord. Voilà. Après, je laisse chacun répondre à son avis. Jean-Marc, je peux apporter un complément de réponse pour ma part. Bien sûr que c'est important. Et comme le temps est très juste maintenant, moi je souhaitais, Nadine, si vous permettez, oui. Simplement sur la deuxième page où on est amené à coller les étiquettes, je trouve pour ma part qu'il n'y a pas assez de place pour pouvoir décrire un petit peu ces symptômes, son état traumatique, etc. Notamment quand on est dans cette phase de saignement, on a souvent un protocole de soins qui s'étale sur plusieurs jours. Oui. Et il serait intéressant de noter les améliorations cliniques qu'on peut avoir sur l'évolution de son hématome, sur l'évolution de son hémarthrose. Je trouve, encore une fois pour ma part, qu'il n'y a pas assez de place donnée à cette histoire qu'on doit raconter. Au niveau commentaire, c'est ça? Au niveau, une fois que vous avez collé les étiquettes, eh bien, écoutez, vous n'avez pas beaucoup de place pour décrire un petit peu l'évolution des choses. Alors, c'est vrai que… je suis d'accord avec Marc. C'est vrai que cette rubrique, elle a pourtant été rajoutée comme commentaire. Et je pense que elle est importante. Et Émilie, vous pouvez monter voilà. Allez-y, montez encore un petit peu. Non, descendez alors. En fait, je voudrais à la partie étiquette. C'est vrai que il n'y a pas énormément de place, mais elle a quand même le mérite d'exister. Et quelque part, je pense qu'on peut également prendre, si vraiment vous avez beaucoup de choses à dire ou à écrire, de mettre sur deux places, ça peut être possible aussi. Alors après, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de saignements peut-être, mais je pense que c'est important si vous avez beaucoup de choses à dire et de pouvoir noter sur deux lignes en fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais…
Ça arrive, moi je vois souvent des carnets où il y a deux places de prise quand il y a des commentaires à faire. C'est une solution. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que ça vous semble clair quand même, cette page? Est-ce que ça vous semble plus clair par rapport à l'ancien carnet? On reprend quand même, c'est l'ancien carnet, en quelque sorte, Oui. de suivi. Moi aussi. Donc, voilà, moi j'aurais dit la même chose de l'ancien carnet. Je trouve que, notamment, il faut vraiment que les médecins soient sensibles à la chronologie un petit peu des injections, ce qui s'est passé d'une journée sur l'autre, voir si on a une amélioration de son état de santé, si l'hématome, si le bleu est apparu, s'il y a eu ça commence à dégonfler. Vous voyez, c'est ces choses-là qu'on se doit de noter, parce que ça permettra à l'avenir aux médecins d'ajuster le protocole suivant. Voilà. Oui. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de places de perdues. C'est vrai, je rejoins ce que dit Marc. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'aspect systématique quand je feuillette un peu tout le carnet sur le carré, date, heure, etc. Or, là, ça correspond à la page. On va être. Émilie, est-ce que nous sommes tous de retour? Je pense que oui. Ok. Bon, alors Géraldine, on va faire un débrief. Peut-être on va prendre un groupe, c'est ça? Moi, je m'excuse pour mon groupe parce qu'on n'a pas, en fait, notre groupe a été très bavard et on n'a pas pu finir l'exercice. Mais je pense que l'ensemble du groupe a bien compris. Donc peut-être, voilà, s'il y a notre groupe qui se désigne. Est-ce qu'il y a des volontaires? Jean-Marc, merci beaucoup d'avoir déjà participé activement et de rapporter pour notre groupe. Donc, je vais partager pour qu'on voit. Alors, vous me dites si vous voyez bien tout. Oui, je vois. Bon, alors, bonjour tout le monde. Moi, j'ai déjà reçu donc, le carnet quand j'étais voir mon médecin traitant, enfin, non, mon médecin traitant, mon hémato. Et je ne vais pas encore commencer. Ils m'ont dit de finir le précédent et par la suite, commencer par celui-là. Donc, aujourd'hui, on a vu un peu pour Julien, c'est-à-dire on a pris un homme. Et parce que, étant hémophile, bon, je ne vois pas les autres éléments que je peux mettre pour une femme. Donc, pour un homme, on a choisi un traumatisme, une entorse, donc mal à la cheville. Écrit sur le dessin, on a localisé donc, le lieu de l'entorse, la cheville gauche. La douleur modérée, quoi, ça fait mal, mais bon, pas... voilà, pas... nous, comme on dose de douleur un peu différemment que de beaucoup d'autres, puisqu'on est habitué à la douleur. Donc, pour moi, c'est une entorse, c'est modéré. Après, il y en a d'autres qui sont plus sensibles à la douleur et qui, pour eux, ce serait une entorse, ce serait sévère. Mais pour moi, ce serait modéré. Alors, donc, on a marqué qu'il a quand même eu besoin du Doliprane. Moi, je marquais le médicament que je prends, on a marqué ensemble, le médicament que je prends en général, 1000 unités, 1000 mg, je veux dire. Et on a marqué le type, donc c'est articulaire, qui a généré une entorse, ça a généré une arthrose. On a marqué qu'on avait fait une injection. Et donc, ce n'est pas transfusion plaquettaire ni autre traitement anti-saignement. Après, on a marqué aussi l'heure de l'entorse, qui était à 16 heures. Bon, le temps de rentrer chez soi, toujours dans la même journée, on a pensé qu'il fallait plus ou moins 1 heure pour rentrer chez soi et se faire une injection, donc vers 17 heures. L'injection, c'est lui-même qui se l'est faite. Donc, il a collé l'étiquette de son médicament. Bon, là, il n'y a pas marqué il n'y a pas marqué le pli du poignet. Donc, on l'a injecté donc on l'a signalé sur les commentaires. Donc, à gauche, donc le poignet gauche. Injection faite au poignet suite à une entorse. J'ai fait une entorse parce que, bon, voilà, c'est une entorse qui s'est faite et voilà. C'est ce qu'on a voulu souligner dans les commentaires.
Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, Jean-Marc, pour ce partage de l'ensemble du groupe. Donc, Nicolas, je te laisse reprendre la main. OK. Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'on adresse quelques remarques des différents groupes qui auraient été remontées à travers les 4 petits groupes? Oui, tout à fait. Sur la question alors, de mon groupe, la question de nombre de pages, voilà, c'était que il y avait peut-être une difficulté sur le nombre de pages disponibles dans les différents chapitres. Donc sur ça, moi, ce que j'ai apporté comme réponse, peut-être, c'est que aujourd'hui, c'est en phase d'évaluation. Donc ce nombre de pages a été réfléchi par rapport à… Oui, voilà, il est épais. Voilà. Merci Jean-Marc. Parce que, et ça aussi, ça a été mentionné, ça risque d'être… donc voilà, donc comment, je ne sais pas si on peut répondre à ça, mais en tout cas, voilà. Parce qu'il y a aussi, donc, il y a tout un chapitre donc, pour les prophylaxies, donc tout ce qui est rouge de la partie 20, non, 44, jusqu'à, il y a quand même une vingtaine de pages, trentaine de pages, sinon plus, qui est seulement pour la prophylaxie, quoi. Et donc là, on ne marque pas si c'est, si on marque le type de, enfin, c'est une prophylaxie, donc il n'y a pas un segment particulier, c'est une prophylaxie. Donc c'est vrai que ça prend beaucoup de place, quoi. Donc il y a ça. Et puis l'autre question, c'était quels étaient les centres d'évaluation qui sont, voilà, le centre pilote, parce qu'il y a 5 centres pilotes, et je ne me rappelais plus des centres pilotes qui étaient dans l'évaluation. Donc c'est peut-être de les nommer pour s'il y a des personnes qui appartiennent à ces centres-là, s'ils ont envie de participer à cette évaluation, qui se manifeste auprès des professionnels de santé. Oui, tout à fait, Nicolas. Donc, les centres pilotes, on peut les nommer. Hein. Il y a Rennes, hein, puisqu'on a Nadine Bouvet qui est là aujourd'hui avec nous, qui fait partie des centres pilotes d'évaluation. Il y a également Marseille, Dijon. Il y a Montpellier, et j'en oublie un, Nadine, Non, Stéphanie et Nancy, merci. Voilà, merci beaucoup. Donc 5 centres. Donc n'hésitez pas, effectivement, si vous avez envie de faire vos retours, puisqu'en fait là, ce carnet-là est amené à évoluer dans le temps grâce à vos retours. Ben, n'hésitez pas à vous signaler dans ces centres-là. Pour ceux qui ne sont pas dans ces centres, il y aura bien entendu une évaluation nationale qui aura lieu d'ici septembre prochain. C'est ça, donc c'est une évaluation en 2 temps. Pilote, 5 centres, et ensuite une évaluation nationale. C'est bien cela, Géraldine? Exactement, exactement. D'accord. Voilà, l'évaluation pilote permettant d'ajuster la grande évaluation qui va être lancée sur tous les centres. Donc là, on compte sur vous pour participer sur l'évaluation nationale si vous n'êtes pas dans les centres pilotes. Voilà. Ensuite, moi, je n'avais pas d'autres questions à ce stade. Je ne sais pas s'il y a des questions ailleurs. Oui, Edmond Luc, j'ai juste une question. À quoi ça sert le nombre de jours? Le nombre de jours d'arrêt. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Merci Edmond Luc. On entend. Géraldine? A priori, au départ, on ne sait pas. Donc, il faut reprendre son carnet pour dire, par exemple, j'ai été couché 5 jours, mais il faut reprendre le carnet une fois terminé. Donc, c'est plus une information qui a été demandée par les professionnels de santé, puisque votre nombre de jours d'arrêt, vous les connaissez, mais pour eux, c'est une information intéressante pour voir si vos saignements ont des conséquences dans votre vie de tous les jours et entre autres votre vie professionnelle. Non, mais je veux dire, il faut reprendre son carnet à la fin de l'incident qui peut durer 8 jours. Il faut penser à reprendre son carnet. Oui, il faut penser à reprendre son carnet. Si vous n'avez pas rempli,
c'est aussi un moyen pour le professionnel de santé de vous poser la question au moment où il va feuilleter votre carnet, même si vous n'avez pas complété, il va pouvoir vous poser la question, est-ce que ce saignement a généré un arrêt de travail pour vous, par exemple? C'est également valable, par exemple, pour la durée du traitement antidouleur. Effectivement, lorsque vous commencez à compléter le carnet lors d'un événement, un saignement, lorsque vous complétez le jour du saignement, vous pouvez noter un jour. Mais si vous prenez des antidouleurs sur plusieurs jours, effectivement, à la fin de l'événement, ce sera important pour le professionnel de santé de savoir pendant combien de temps vous avez pris des antidouleurs. Ça peut être important pour lui ou pas. Oui, donc ce n'est pas exactement le nombre de jours d'arrêt, mais par exemple le nombre de jours où dure la douleur. Il y a le nombre de jours d'arrêt dans le bandeau du haut, plus dans la rubrique antidouleur, par exemple, le nombre de jours durant lequel vous avez pris un traitement antidouleur. Peut-être on va continuer pour qu'on ne prenne pas de retard sur le deuxième, la deuxième mise en pratique. On va refaire 4 sous-groupes et là, à la différence de tout à l'heure, on va avoir 4 cas différents. Chacun va travailler sur un cas spécifique. Donc, Géraldine, excusez-moi, j'avais aussi une remarque qu'il y a eu dans mon groupe, mais j'arrivais pas à, je sais pas, mon micro a dû se déconnecter. C'était juste par rapport à la page là où on colle les étiquettes, qu'il n'y avait pas suffisamment de place pour des commentaires. Donc la seule réponse que j'ai pu apporter, que lorsqu'il se passait justement, lorsque les gens aiment bien écrire leur situation, eh bien on pouvait utiliser 2 lignes parce que si ce n'était pas suffisant, en espérant qu'il n'y ait pas trop de saignements durant l'année, voilà, mais qu'on pouvait très bien utiliser sur 2 lignes. C'était tout pas un à fait, problème. on peut déborder et si on a des choses particulières à dire, bien entendu, c'est une bonne suggestion. Voilà. Merci Nadine. Donc on va repartir tous avec donc des cas différents, donc 4 cas différents à rapporter où c'est exactement la même chose, on va imaginer à nouveau qu'est-ce qu'il arrive à la personne, donc on va avoir 4 groupes pour cela et on va imaginer et remplir la situation par rapport à ce qu'on va voir. Donc là, il va y avoir un événement où il y a une personne qui a une fibroscopie. Un autre événement où là, on est dans une situation d'injection préventive 2 fois par semaine. Un troisième cas où quelqu'un a mal au coude gauche depuis plusieurs jours. Et un dernier cas d'une femme, donc même les messieurs pourront commenter le cas, sur un cas de grossesse. Voilà. Donc, Émilie va nous répartir automatiquement, comme tout à l'heure. On va rejoindre des sous-groupes. À tout de suite. Oui. Et ce ne sera pas les mêmes groupes. Un temps un peu plus court, parce qu'il est 37. Voilà. Donc, voilà, donc là, on prend 15 minutes. Anglais, historique des injections préventives prophylaxie. Alors, qu'est-ce qu'on met là? Avant de faire mon injection, je fais quoi? Je fais ou mes parents font, ce sont des habitudes en fait, mes habitudes d'injection. Effectivement, ce qu'on a proposé suite à un certain retour dans certains centres, puisque des professionnels de santé qui ont participé à cette refonte du carnet viennent de différents centres, c'est de proposer d'écrire les habitudes qu'ont les patients ou les parents des patients au moment des injections de prophylaxie. Donc, est-ce qu'on pourrait, voilà, c'est la façon dont les personnes s'installent, ce qu'elles aiment bien faire, quels sont les rituels pour que l'injection se passe bien. On peut mettre je bois un verre de rhum. Non, je plaisante. Excusez-moi. Ah, c'est presque l'heure de l'apéro. Oui, c'est presque l'heure de l'apéro. Est-ce que c'est une rubrique que vous compléteriez ou c'est une rubrique que vous passeriez parce que
elle n'a pas de sens pour vous. Je ne vois pas ce qu'on peut mettre là. Vous ne voyez pas ce qu'on peut mettre. Mais après, ça peut être aussi la préparation des produits. Voilà, Ça dépend. Enfin, moi, dans le cadre de l'autotransfusion, enfin de l'auto-injection, je mettrais déjà, bon, ben, par exemple, quand on va se laver, enfin, se laver les mains, la partie, on va dire, entre guillemets, hygiène, la partie reconstitution produit. Hygiène, Hein. oui. Et ensuite, alors bon, je ne sais pas si c'est dans ce chapitre-là ou dans le chapitre suivant, bon, ben, la répartition des produits sur l'espace de travail, entre guillemets, enfin à la table, hein, la zone où on va enfin, faire son injection, le lieu où on va faire son injection. Alors ça serait plutôt dans le cadre d'après, mais bon, bah, il y a la partie hygiène et reconstitution des produits. D'accord. Et préparation du carnet aussi. Il y a déjà des éléments de réponse qu'on peut peut-être apporter. Enfin, après, c'est une question de priorité, hein. Ça dépend si c'est un acte urgent, mais là, dans le cas de la prophylaxie, c'est pas un acte urgent, donc on a peut-être le temps déjà de mettre de remplir la partie date, heure, etc. Enfin, je ne sais pas trop comment organiser la page de prophylaxie, mais je pense qu'il doit y avoir des éléments de ce type-là à renseigner. Pré-remplir la date, par exemple, effectivement. Voilà. Alors là, décidément, je tape n'importe comment. La date, éventuellement le type de produit, je ne sais pas ce que c'est qu'on peut... Voilà, la page suivante, elle est constituée comme pour la page d'injection pour les saignements. Elle est constituée comme ceci. Oui. Voilà. Oui, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 cases qui sont consacrées à chacune une injection de prophylaxie. Oui, d'accord. Ouais. Donc là, on complète déjà la date, par exemple. Oui, le lieu d'injection, le point d'injection. D'accord. On peut pré-remplir le lieu d'injection. Oui, on peut mettre ça, la date, l'heure. Et là, donc, effectivement, dans le cas présent, Michael, il se fait une injection 2 fois par semaine. Qu'est-ce qu'on peut imaginer quel est le statut de Michael pour qu'il se fasse une injection 2 fois par semaine? On peut penser que c'est le patient qui se fait lui-même ses injections. D'accord. Donc, lui-même, on va dire moi-même d'ailleurs, parce qu'on se met à la place du patient, moi-même. Voilà. Et il est quoi il a quoi comme pathologie, Michael? Stéphanie, il y a des choses qui apparaissent sur le chat aussi, je me permets, parce qu'il y a des gens, je pense, qui donnent des infos aussi sur le chat. Il y a quelqu'un qui a mis coller l'étiquette au moment de préparer l'injection. Moi, il faut que j'aille. Je suis sur ma page et en fait, je vois pas le chat en fait. Donc, je vous écoute, Émilie. Il y a quelqu'un qui a mis coller les étiquettes. Voilà, coller l'étiquette au moment de préparer l'injection. Alors, coller l'étiquette, on peut faire ça. Au moment de mon injection, je mets ça. Alors, on peut coller l'étiquette également. Dans le lieu de l'injection, le point d'injection, j'ai vu sur la page un peu en bas, il y a marqué pied. Il y a des gens qui s'injectent au pied. Il y a main, pied, pli du coude, etc. Il y a des gens qui s'injectent au pied. Peut-être des parents vers des enfants. Oui. Qui injectent au pied. Ouais. Oui. Oui, non, mais oui, effectivement, je l'ai. Pour des nourrissons? J'ai déjà vu, oui, pour des petits, oui. Oui, mais enfin, là, les nourrissons, c'est le médecin qui remplit, ce n'est pas les parents qui font la perte. Hein. Oui, mais lorsque les injections sont faites, par exemple, par les infirmières, lorsque les enfants sont petits, le carnet est également complété. Oui, d'accord, d'accord. Donc, d'accord. Donc, dans notre cas de figure,
comment procède-t-on et qu'est-ce que Michael se fait comme injection? Et Michael, qu'est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est hémophile A, B? Est-ce qu'il est atteint d'un maladie de Villebrand? Qu'est-ce qui s'injecte? Puisque c'est de la prophylaxie. Qu'est-ce que vous... Dans les commentaires, peut-être qu'on peut mettre le type de produit et puis l'intervalle de prophylaxie. Je ne sais pas si c'est plusieurs fois par semaine, si c'est premier jour de la semaine ou. Moi, je ne suis pas sous prophylaxie, c'est difficile pour moi de donner des éléments, c'est ce que j'imagine. On peut dire alors, par exemple, que injection lundi, si c'est par exemple, il y en a une qui se fait le lundi, par exemple. Par exemple, oui. Le lundi. Ça veut dire ça, par exemple. Et également le dosage, le type de produit et le dosage. Alors, quel type de produit? Qu'est-ce qui s'est injecté, Michael? Vous n'avez pas de... Mais le type de produit et le dosage, ça figure sur l'étiquette. Si on code l'étiquette, c'est marqué le nom. Mais il peut y avoir plusieurs étiquettes. Oui, mais par exemple, plusieurs... sous-cutané, vous allez l'injection en sous-cutané, elle va se faire avec, par exemple, de l'Hemlibra, alors que de l'Elocta, par exemple, hein, pour citer, ou du Betafact, ça va être une injection en intraveineuse. Je sais bien, mais quand vous mettez sur l'étiquette, il y a marqué Hemlibra, on sait que c'est forcément en sous-cutané. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord, c'est une remarque. Il y a le nombre d'unités, tout est marqué sur l'étiquette déjà. Donc pour vous, ça n'a pas de sens de préciser sous-cutané ou intraveineux parce que c'est forcément le traitement qui l'implique. Ah bah oui. Oui. Et le nombre d'unités et mettre le nom du produit, ça ne sert à rien puisque c'est encore. Enfin, c'est plus fiable de lire l'étiquette que d'écrire quelque chose. Je confirme hein, les propos d'Edmond Luc, hein, tout est bien marqué sur l'étiquette, à la fois la concentration en nombre d'unités, le nom du produit. J'ajouterais que quand on est en prophylaxie, on a un produit, on n'en change pas a priori. Non. Donc, non, mais un enseignement. C'est juste pour le cas de figure de l'atelier d'aujourd'hui. Je suis entièrement d'accord avec vous que ce n'est pas la peine d'écrire le nom du produit et qu'il est figure sur l'étiquette. Ni la quantité, c'est marqué sur l'étiquette. Je suis d'accord avec vous. Par contre, ce qui a été dit tout à l'heure, peut-être aussi dans les commentaires, on peut dire si on a avancé, par exemple, la prophylaxie à cause d'une douleur, à cause d'un saignement spontané ou quelque chose comme ça. Je sais que tout à l'heure, il y a un participant qui a soulevé ce problème hein, d'un saignement, par exemple, de nez et qu'il a avancé sa prophylaxie d'une journée par rapport à la date normale. Donc peut-être que là-dedans, on peut le préciser, qu'on a avancé, par exemple, ou enfin pas retardé, mais avancer la prophylaxie. Un exemple. Hein. Oui, on peut le noter, même si on dit généralement que le jour de prophylaxie doit être conservé, même si la veille, on s'est fait une injection parce qu'on a eu un saignement. Oui, mais ou alors, bon, effectivement, là, on peut rentrer dans le cadre. Bon, si on doit avancer la prophylaxie à ce moment-là, on va peut-être plutôt renseigner la partie traumatique, saignement. À ce moment-là, d'accord. Mais dans ce cas-là, si on a avancé la prophylaxie, admettons, d'une journée, donc on a été renseigné l'autre partie du carnet, mais peut-être qu'ici, ça vaudrait le coup de dire que l'injection suivante, elle a été, on va dire, retardée, ou il y en a une qui a été avancée. Enfin, je ne sais pas comment exactement mettre cette information, mais peut-être mettre une notion de décalage dans le temps. Il reste 2 minutes, enfin moins de 2 minutes. Donc,
vous soulignez le problème du lien entre différentes parties du carnet parce que un événement, un saignement pourrait décaler la partie prophylaxie éventuellement. Voilà, oui, c'est comme ça que je pensais la chose. Oui. C'est comme ça que vous pensez la chose. D'accord. Il nous reste peu de temps. L'heure de l'injection, vous imaginez Oui, oui, ben ça me paraît logique avec la date. Logique La avec date, la date. oui, la date, l'heure, on renseigne tout ça au moment où on fait la préparation. D'accord. Et il s'est injecté à quelle heure aujourd'hui pour pouvoir remplir un cas? On va mettre 14 heures. 14 heures. Et il a pu faire ça au niveau du coude, par exemple, du coude droit. Du coude, puis du coude. Émilie, Géraldine, on est tous de retour? Oui, tout le monde est de retour, c'est bon. Géraldine, je vous laisse un peu la main, peut-être. Je ne sais pas s'il y a eu des questions sur votre atelier. Alors, moi, je me lance comme ça. Voilà, on avait l'atelier grossesse. Voilà, l'atelier, la section grossesse du carnet. Et c'est vrai que certaines personnes, ce n'était pas évident, notamment pour les hommes, de se prononcer, de se plonger là-dedans. Donc, on a fait l'exercice. Merci à toutes les personnes qui ont participé à cet atelier dans mon groupe. On avait la chance d'être en compagnie de Patricia Guillon, donc voilà, que nous connaissons très bien et qui a participé à ce travail et qui nous a éclairés et qui a, je pense que voilà, on a partagé cette expérience et éclairé les personnes qui étaient dans ce groupe. Voilà ce que je peux vous dire pour notre groupe. Donc, je continue pour compléter par rapport à notre groupe. Donc, on a eu des discussions vraiment très intéressantes puisque nous, on avait la partie donc douleur chronique avec Lucas qui avait mal au coude et donc on a rempli cette page. En fait, on s'est posé des questions. En fait, les participants se sont posés des questions puisque, en fait, dans la partie saignement, on a vu qu'il y avait les traitements antidouleurs qui pouvaient être reportés. Donc, la question principale, c'était à quel moment on bascule finalement de la page de traitement antidouleur qu'on aurait rapporté dans la partie saignement à la page douleur chronique. Donc, on a eu un petit débat là-dessus, puisqu'en fait, ça peut être ténu, et puis on peut parfois débuter un saignement sans savoir combien de temps ça va durer. Donc, il y a des participants qui a soulevé que la limite était fine, enfin, même plusieurs participants, et que là, c'était dans ce chapitre plutôt, on mettrait les traitements antidouleurs au long cours, vraiment, dans cette page. Et donc, qu'il faudrait certainement ajouter des explications peut-être dans le futur par rapport à ce chapitre-là, douleur chronique. Donc c'était très intéressant puisqu'on a eu ce débat-là dans le groupe. Très bien. Stéphanie, peut-être? Alors, moi, j'étais dans le groupe historique des injections préventives et prophylaxie. Alors, tout d'abord, le groupe a découvert la première page qui concerne les habitudes d'injection. Avant de faire mon injection, je fais où mes parents font. Au moment de mon injection, je m'installe. Et après mon injection, j'aime bien. Alors, le groupe n'a pas bien compris dans un premier temps à quoi servait cette première page. S'est demandé si cette page avait, quel sens elle avait, cette première page. Puis, il y a eu un certain nombre d'échanges. Et en fait, il est ressorti qu'il pourrait noter, par exemple, les habitudes qui sont prises, type protocole d'hygiène, lavage des mains, reconstitution du produit, comment ça se passe, la préparation du carnet, de pré-remplir le carnet en pré-remplissant la date, en collant l'étiquette. Voilà, c'est de toutes les habitudes et ce qui revient régulièrement. Puis, au moment du remplissage de la ligne qui correspond à l'injection du jour, ce qui est ressorti, c'est que dans les commentaires,
on pourrait noter le jour habituel où est fait l'injection, par exemple le lundi et le jeudi, si c'est 2 fois par semaine que Mickaël s'injecte. Voilà. Les cases injection intraveineuse ou sous-cutanée pour le groupe n'avaient pas vraiment de sens, puisque en fonction des produits, de toute manière, un produit recombinant facteur 8, facteur 9 ou un plasmatique, c'est une injection IV. Par exemple, les myobras, c'est une injection sous-cutanée. Et puis un autre élément, c'est le va-et-vient entre les parties historiques des injections et les parties saignement, qui risquent d'être délicats parce que les patients risquent de décaler des injections préventives parce qu'il y a un saignement, parce qu'il y a une douleur. Et donc, comment est-ce qu'on retourne à la partie ensuite injection en prophylaxie? Donc, c'est ce va-et-vient entre ces deux parties qui risque d'être délicat et qui conviendra sans doute de travailler et de les aider dans ce remplissage. D'accord. Merci beaucoup, Stéphanie. Nadine? Oui, alors moi j'ai eu quelques problèmes enfin bon voilà, des problèmes d'ordinateur. Donc j'avais pas comment je dirais, la feuille tout de suite devant moi, donc on est allé assez vite. Par contre, ce qui est ressorti de ce groupe, c'est qui remplit. Donc moi j'étais dans la partie intervention, là c'était fibroscopie, qui en fait remplit la première page du carnet. Donc à part les urgences, je pense que le patient il sait aussi ce qu'il a comme intervention, donc plutôt ce sera fait par le patient. Je ne suis pas certaine que ce soit fait par les soignants en hospitalisation. Par contre, ce qui est important, c'est quand même que les infirmières, quand elles font les injections en hospitalisation, mettent et collent l'étiquette au moins dans le carnet. Donc ça, c'était une première chose. Globalement, c'est très précis. Donc, une remarque intéressante qui quand même montre qu'on est plus tourné vers le saignement et pas forcément l'injection, avec les rubriques différentes. Et il y a également quelqu'un qui m'a parlé de l'ergonomie du carnet. C'est-à-dire que pour certaines fonctions, eh bien, aller directement en ayant des onglets prédécoupés ou quelque chose dans cet ordre-là, voire spirale, enfin voilà. Que le carnet, il était un petit peu épais, mais que bon, voilà, que globalement, c'était intéressant d'avoir des rubriques. Voilà. Très bien, merci. Nous avons un sondage. Émilie, est-ce que vous pouvez lancer le sondage, s'il vous plaît? Oui, en découvrant ce nouveau carnet, votre impression générale est pas du tout favorable, plutôt pas favorable, neutre, plutôt favorable, tout à fait favorable. Vous avez quelques secondes pour répondre. Merci. Eh bien, de façon générale, l'avis qui est neutre pour 28% des votants. Donc, je vais reprendre toutes les rubriques. 8% des votants ne sont pas du tout favorables, 26% sont plutôt pas favorables, 28% sont d'un avis neutre, 21% sont plutôt favorables et 18% sont tout à fait favorables. Bon, on peut retenir qu'il y a presque 40% quand même qui sont plutôt du côté positif et une grosse partie neutre. Donc, c'est vrai que voilà. Ce qui est normal aussi, hein, ils n'ont pas eu le carnet, pas eu le carnet en main. Hein. On est en phase découverte, donc c'est un peu normal. Il y a une autre sondage. Ouais. Seriez-vous prêt à utiliser ce nouveau carnet? Oui, non, ne sais pas. Ah, il y a 62% qui seraient donc prêts à utiliser ce nouveau carnet. 27%, c'est-à-dire un peu moins d'un tiers qui ne sait pas, et 11% qui n'est pas prêt à utiliser ce nouveau carnet. Donc, on a quand même beaucoup de patients ou de parents de patients qui sont prêts à passer le pas et à utiliser ce nouveau carnet. Merci à vous. Très bien. Eh bien,
il ne reste plus à conclure. Je crois que Émilie va mettre dans le chat une SurveyMonkey, une enquête de satisfaction très rapide. Donc voilà, n'hésitez pas à cliquer, ça vous prendra juste quelques secondes. Ou si vous n'avez pas le temps, là, dans les minutes qui viennent, de copier et coller ce lien pour y répondre, mais ne tardez pas trop parce qu'après on oublie. Merci à vous trois. Merci Géraldine, merci Stéphanie, merci Nadine d'avoir participé à cette session. Ce nouveau carnet, on est dans une phase de découverte, une phase d'apprentissage. Il a été pensé et voulu plus, on va dire, accessible pour tous, en tout cas qui répondent à toutes les différentes pathologies, qu'on soit un homme ou une femme. Et c'est vrai que bon, ça change de l'ancien. On doit s'adapter, comme tout changement, on doit s'adapter. Donc, il y a toujours cette phase d'adaptation. On retient qu'il y a une évaluation qui est en cours. Il y a 5 centres, 5 centres pilotes. Et ensuite, une évaluation au niveau national sera faite en 2021. Moi, ce que je retiens, et ensuite, je vous laisse la parole aussi pour clôturer cette session, qu'il y a des retours selon la personne, selon la catégorie de personnes, ce carnet correspondra plus ou moins aux besoins. Voilà, j'ai vu un commentaire, mais si on n'utilise que la prophylaxie et qu'on fasse bien sa prophylaxie, en fait, on n'utilisera qu'un quart du carnet et rien de l'autre. Oui, mais bon, on peut dire tant mieux. Mais voilà, je veux dire que c'est comment on trouve l'équilibre pour répondre à tous les profils des patients. Voilà, ça c'est une question. Je ne sais pas si on a la réponse d'ailleurs. Voilà. Mais en tout cas, je voulais vraiment vous remercier d'avoir participé, tous les participants d'avoir suivi cette session et on vous invite à vraiment revenir vers vos centres. En principe, tous vos centres auraient de recevoir ces nouveaux carnets. Allez demander lorsque vous aurez la prochaine rencontre avec votre centre ou lorsque vous aurez fini votre carnet actuel. Géraldine? Oui, un grand merci à chacun. Et puis, je compte vraiment sur vous et faire de la publicité, entre guillemets, pour pouvoir répondre à l'enquête de satisfaction qui va être faite au niveau national, même si elle est qu'en 2021. Ça vous donnera l'occasion d'utiliser le nouveau carnet dans votre quotidien et de nous faire des retours, puisque notre objectif, c'est de l'améliorer, bien entendu. Merci à tous. Nadine? Oui. Donc, moi, j'ai trouvé intéressant de pouvoir dialoguer sur le carnet, même si tout le monde ne l'a pas reçu encore. Et puis, j'attends les résultats en 2021 pour voir un petit peu ce que les patients en ont dit de ce carnet. Très bien. Merci à Stéphanie? tous. Et merci aux participants à cette session. J'ai trouvé vraiment intéressant d'interagir lors lors des 2 travaux en groupe, que ce soit pour l'injection prophylaxie ou alors la partie saignement. Je voulais signaler que le PDF du carnet est disponible sur le site internet de la filière Mémo dans l'onglet Parcours patient, le sous-onglet Carnet de suivi. Les 2 vidéos de présentation sont également disponibles sur le site internet. Et je vous remercie tous d'avoir participé à ce Zoom sur.